La table en acajou s'étendait entre nous, tel un champ de bataille. Les ongles parfaitement manucurés de maman tapotaient contre son verre de vin, alors qu'elle examinait le dîner du dimanche, avec le même œil critique qu'elle posait sur tout le reste de sa vie. Papa était assis en bout de table, consultant son téléphone entre deux bouchées, probablement en train d'examiner une autre affaire immobilière. Mon frère aîné, Marcus, était adossé à sa chaise, avec ce sourire narquois insupportable, qu'il avait perfectionné en 32 ans passés dans la peau de l'enfant prodige. « Alors, Jamie, commença maman, son ton dégoulinant d'un intérêt forcé. Toujours à brasser des papiers dans cette petite société de courtage. Je pris une gorgée d'eau. Quelque chose comme ça. Ça fait quoi, 7 ans, intervint Marcus. La plupart des gens deviennent associés à ce stade, ou au moins, ils quittent les postes de débutants. Je ne suis pas une débutante, dis-je calmement, en coupant mon saumon. Papa leva enfin les yeux de son téléphone. Mais tu es toujours essentiellement une employée, n'est-ce pas? Tu travailles pour quelqu'un d'autre. À ton âge, je possédais 3 immeubles d'appartements. Des secteurs différents, papa. C'est ça le problème, m'interrompit maman. L'immobilier, c'est tangible. Tu peux le voir, le toucher. Toi, que fais-tu? Tu déplaces des chiffres sur un écran. Tu joues avec l'argent des autres. Je gère des investissements. Marcus éclata de rire. Gérer des investissements. C'est une façon élégante de dire que tu es une intermédiaire. Tu sais à combien s'élevait ma prime trimestrielle, le trimestre dernier? 400 000 €, provenant de vraies transactions immobilières, de vrais bâtiments, avec de vrais locataires, qui paient de vrais loyers. C'est merveilleux, Marcus. Ne sois pas condescendante, Jamie. Je dis juste que, peut-être, si tu avais écouté papa et rejoint l'entreprise familiale, au lieu de poursuivre une chimère de Wall Street, tu aurais réellement quelque chose à montrer aujourd'hui. Maman hocha la tête en signe d'approbation. Marcus a déjà acheté 2 biens d'investissement, rien que cette année. Il construit une vraie richesse, une richesse générationnelle. J'en suis consciente. Vraiment? Papa posa son téléphone, m'accordant pour la première fois de la soirée toute son attention. Parce que, de mon point de vue, tu as 30 ans, tu loues toujours ce minuscule appartement à Manhattan, tu conduis une Honda vieille de 6 ans, et tu travailles 80 heures par semaine pourquoi? Un salaire modeste, et l'espoir d'une prime décente. Mon appartement me convient. Ma voiture roule. C'est exactement cette mentalité qui te freine, dit maman en secouant la tête. Tu te contentes de convenable, pendant que ton frère prospère. Sais-tu ce qu'il conduit? Une Mercedes classe S, toutes options. Je l'ai vu. Et tu n'as pas honte? Marcus se pencha en avant. Petite sœur, j'essaie de t'aider, là. Il est encore temps de changer de cap, viens travailler pour papa et moi. Apprends le métier de l'immobilier. Commence à bâtir de vrais actifs, au lieu de jouer avec des feuilles de calcul. Je ne joue avec rien du tout. Oh, ma chérie. La voix de maman prit ce ton apitoyé que j'avais entendu toute ma vie. Nous savons que tu essaies. Nous craignons juste que tu aies investi 7 ans, dans quelque chose qui ne te donnera jamais les rendements que tu mérites. La bourse est si volatile, si imprévisible. Pas vraiment, si on sait ce qu'on fait. Papa ricana. Tout le monde pense savoir ce qu'il fait, jusqu'à ce que le marché s'effondre. Souviens-toi de 2008. Lehman Brothers, Bear Stearns, tous ces experts qui pensaient savoir ce qu'ils faisaient. Je me souviens. Et tu as quand même choisi cette voie, malgré ce que tu as vu, malgré l'opportunité parfaite de rejoindre une entreprise familiale stable et rentable. Il secoua la tête, déçu. Je ne te comprends pas, Jamie. Tu n'as pas à me comprendre. Et voilà, dit Marcus en jetant sa serviette sur la table. Cette attitude têtue et orgueilleuse, qui te fait tourner en rond depuis 7 ans. Je ne tourne pas en rond. Ah non? Alors, qu'as-tu à montrer? Où est ta maison? Ta voiture de luxe? Ton portefeuille d'investissement? Marcus fit un geste circulaire. Cette maison dans laquelle nous sommes, j'ai aidé papa à l'acheter. Le lustre au-dessus de nous, c'est moi qui l'ai choisi. Le vin que nous buvons vient de ma collection. Que as-tu apporté à cette famille, à part de l'inquiétude? Je posai ma fourchette avec précaution. J'apporte énormément. Comme quoi, lança maman.
Tu as manqué l'anniversaire de ton père parce que tu travaillais. Tu n'as pas pu venir à la fête de fiançailles de Marcus, à cause d'une réunion importante. Tu es toujours trop occupé par ton travail pour passer du temps en famille, mais tu n'as rien à montrer pour tous ces sacrifices. Vous ne savez pas ce que j'ai. Nous savons que tu es toujours locataire, dit papa d'un ton sec. Nous savons que tu ne possèdes rien. Nous savons que tu n'es pas assez riche pour arrêter de travailler si tu le voulais. Ça nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. La télévision, dans le coin de la salle à manger, tournait doucement en fond sonore, branchée sur CNBC, comme toujours chez papa. Il aimait garder un œil sur les marchés financiers, même s'il prétendait que les actions étaient pour les pigeons. Le son était bas, juste un murmure de commentaires boursiers et des symboles défilant en bas de l'écran. Tu sais quel est ton problème, continua Marcus. Tu as cru au mythe, au rêve américain de Wall Street, à l'idée que tu pourrais être Gordon Gekko ou Warren Buffett, mais ce n'est pas la réalité pour des gens comme nous. La réalité, c'est la brique et le mortier. Les actifs physiques. Marcus a raison, ajouta maman. Et il n'est pas trop tard pour changer de cap, tu es encore jeune. Tu pourrais venir travailler avec ton père et ton frère, apprendre le métier correctement, et dans 5 ans, tu pourrais posséder ton premier immeuble. Dans 10 ans, tu pourrais avoir un portefeuille valant des millions. J'apprécie votre sollicitude. Ce n'est pas une réponse, dit papa sévèrement. Ta mère et moi avons discuté. Nous nous inquiétons pour ton avenir, pour ta sécurité financière. Nous pensons qu'il est temps d'intervenir. Une intervention ? Nous voulons que tu envisages sérieusement de quitter cette société, et de rejoindre l'entreprise familiale. Nous t'offrirons un salaire de départ généreux, nous t'apprendrons tout ce que tu dois savoir, et nous te donnerons un chemin vers une véritable propriété, une véritable richesse. Je pris une autre gorgée d'eau. Ce n'est pas nécessaire. Jamie, s'il te plaît, la voix de maman se brisa légèrement. Nous n'essayons pas de te blesser. Nous t'aimons. Nous voulons juste te voir réussir. Est-ce si mal? Je réussis. Comment? Exigea Marcus. Montre-le-nous. Prouve-le. Montre-nous ton compte en banque. Montre-nous ton portefeuille d'investissement. Montre-nous n'importe quoi qui prouve que tu ne fais pas que du surplace, en te mentant à toi-même sur ta réussite. Je n'ai rien à vous prouver. Parce que tu ne peux pas, conclut papa. Parce qu'il n'y a rien à montrer. Tu es une courtière, Jamie. Une intermédiaire, une employée, et il n'y a pas de honte à ça. Mais soyons au moins honnêtes sur ce que c'est. Je ne suis pas juste une courtière. Alors, que es-tu? Lança Marcus. Éclaire-nous. Quel est ton titre impressionnant? Associée senior? Vice-présidente? Ce ne sont que des mots ronflants pour dire employé. Je gère un portefeuille. Le portefeuille de qui? Demanda maman. De tes clients? Donc, tu gères l'argent des autres, tu prends un pourcentage, et tu appelles ça réussir. Ma chérie, ce n'est pas bâtir une richesse. C'est gagner un salaire, avec des étapes en plus. Le son de la télévision monta soudainement. Quelqu'un avait augmenté le volume. Je jetai un coup d'œil vilain des présentateurs de CNBC, l'air excité, tandis qu'un bandeau d'informations de dernière minute clignotait sur l'écran. Nous interrompons notre programmation habituelle, pour une nouvelle financière de dernière minute, annonça le présentateur. Après des mois de spéculation, nous pouvons enfin révéler l'identité de l'investisseur mystérieux, connu uniquement sous le nom de JM, qui a fait des vagues dans le monde financier, avec des rendements sans précédent. Quelqu'un peut baisser le son? Demanda papa, irrité. Nous avons une discussion de famille. Mais Marcus était figé, le regard fixé sur l'écran. Attends, une seconde. JM a été décrit comme l'esprit le plus brillant de sa génération en matière d'investissement, continua le présentateur. Opérant dans le plus grand secret, ces 7 dernières années, ce gestionnaire de portefeuille a atteint des rendements que les analystes de Wall Street qualifient de mathématiquement impossibles. Aujourd'hui, dans un dépôt de déclaration obligatoire auprès de la SEC, son identité a été révélée. La main de maman se porta à sa gorge. Jamie, c'est ta société. La gestionnaire de portefeuille est Jamie Michelle Chin, âgée de 30 ans, et la valeur totale de son portefeuille est estimée à 3,2 milliards d'euros. La salle à manger devint complètement silencieuse, à l'exception de la télévision. Milliards? Murmura papa.
Au cours des 7 dernières années, poursuivit le présentateur, Madame Chin a transformé un investissement personnel initial de seulement 50 000 euros en un portefeuille de plusieurs milliards d'euros, grâce à une combinaison d'investissement en capital risque à un stade précoce, de trading d'options stratégiques, et de ce que les initiés appellent une analyse prédictive, qui frise la voyance. Le visage de Marcus était devenu livide. Ce n'est pas possible. Parmi ses investissements notables, elle a été la première investisseuse externe dans une grande entreprise de véhicules électriques, aujourd'hui majeure, fournissant un financement d'amorçage crucial. En 2018, elle détenait une participation importante dans 3 sociétés pharmaceutiques distinctes, qui ont toutes commercialisé avec succès des médicaments. Elle a prédit et profité de 4 corrections de marché distinctes. Et selon les documents de la SEC, elle possède personnellement entre 5 et 8% de 12 entreprises différentes du Fortune 500. Jamie? La voix de maman était à peine audible. Je continuais à manger mon saumon. Les analystes financiers qualifient cette performance d'investissement individuel, de la plus impressionnante de l'histoire moderne, dit le présentateur. Son taux de croissance annuel composé sur 7 ans dépasse les 200%. Pour situer, le TCAC de Warren Buffett sur toute sa carrière est d'environ 20%. Madame Chin a révolutionné l'investissement quantitatif. Papa attrapa la télécommande et augmenta encore le volume. Nous retrouvons maintenant notre correspondante à Wall Street, qui se trouve devant les locaux de Chin Capital Management. Sarah? L'écran montra une journaliste debout devant un élégant gratte-ciel de Manhattan, que je reconnus immédiatement, car je l'avais acheté 3 ans plus tôt. Le nom Chin Capital était visible en lettres brillantes derrière elle. Tom, la scène ici est un pandémonium absolu. Dans les minutes qui ont suivi la publication du dossier de la SEC, les investisseurs ont appelé, envoyé des emails, et se sont littéralement présentés au bâtiment, essayant de placer leur argent dans les fonds de Jamie Chin. Sa société fonctionne selon une politique stricte, sur invitation seulement, avec un investissement minimum de 10 millions d'euros, et une liste d'attente qui, selon les initiés, est plus longue que celle de Harvard. Marcus eut un hoquet. Ce qui rend cette révélation encore plus remarquable, continua Sarah, c'est l'âge de Chin. À 30 ans, elle est la plus jeune milliardaire autodidacte de la finance. Et elle a accompli cela entièrement grâce à son propre flair en matière d'investissement, sans héritage ni introduction en bourse chanceuse. Elle a été décrite par d'anciens collègues comme étant effroyablement intelligente, et capable de voir des schémas que les ordinateurs manquent. Éteins ça, dit Marcus d'une voix rauque. Nous avons obtenu des déclarations de plusieurs des premiers clients de Chin, poursuivit Sarah. Un entrepreneur technologique dit que Chin a transformé son investissement de 2 millions d'euros en 47 millions en 6 ans. Un PDG à la retraite attribue à Chin la croissance de son fonds de pension de 20 millions à 380 millions. Les rendements sont sans précédent. Maman me regardait, bouche bée. Ce qui est particulièrement intéressant, intervint le présentateur, ce sont les avoirs personnels de Chin. Selon le dossier de la SEC, sa fortune personnelle est estimée à 3,2 milliards d'euros, mais c'est distinct des 14 milliards d'actifs qu'elle gère pour ses clients. Au total, elle est responsable de plus de 17 milliards d'euros de capital d'investissement. 17 milliards, répéta papa, abasourdi. Les experts du secteur la qualifient déjà de gestionnaire d'investissement la plus recherchée au monde. Son fonds est fermé aux nouveaux investisseurs, et les clients existants auraient des accords contractuels, les empêchant de retirer des fonds pendant au moins 5 ans. Ces contrats, qui semblaient restrictifs à l'époque, apparaissent maintenant comme la meilleure décision que ces investisseurs aient jamais prise. Mon téléphone, posé face contre table à côté de mon assiette, se mit à vibrer continuellement. Puis celui de papa s'alluma, puis celui de maman, puis celui de Marcus. Nous apprenons également, ajouta Sarah, que Chin possède d'importants biens immobiliers à Manhattan, y compris l'immeuble devant lequel nous nous trouvons, évalué à environ 200 millions d'euros, et une résidence personnelle à Tribeca, achetée pour 45 millions d'euros en espèces il y a 3 ans. Marcus se recula de la table, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est une blague. C'est une sorte de canular. Sa stratégie d'investissement est comparée à des légendes comme George Soros et Peter Lynch, continua le présentateur. Mais ce qui distingue Chin, c'est son âge et la rapidité de son succès. 7 ans. De 50 000 euros à 3 milliards en 7 ans. C'est un conte de faits financiers, sauf que c'est complètement réel et documenté. Je levai enfin les yeux de mon assiette. Quelqu'un peut me passer le sel? Personne ne bougea.
Nous croyons savoir que Chin Capital Management tiendra une conférence de presse demain matin, dit Sarah. Étant donné l'impact de cette révélation sur le marché, plusieurs actions connues pour être détenues par Chin ont déjà bondi de 10 à 15% dans les transactions après la clôture. Cela pourrait être l'un des événements financiers les plus suivis de l'année. Papa retrouva sa voix le premier. Jamie, est-ce que c'est vrai? Le sel, s'il vous plaît. Marcus attrapa son téléphone et se mit à taper frénétiquement. Maman me fixait, comme si elle ne m'avait jamais vu. Le visage de papa était passé du pâle au rouge, puis de nouveau au pâle. Selon des sources, poursuivit le présentateur, Chin a été personnellement interrogé par le secrétaire au Trésor, au sujet de ses modèles d'investissement. La SEC a examiné ses schémas de trading à 3 reprises, et n'a trouvé aucune irrégularité, juste une prise de décision remarquablement prémonitoire. Le MIT lui aurait offert un poste de professeur invité en ingénierie financière. Tu nous as dit que tu gérais un portefeuille, murmura maman. C'est le cas. Un portefeuille de 17 milliards d'euros. Techniquement, 3,2 milliards sont à moi. Le reste appartient aux clients. Marcus claqua son téléphone sur la table. C'est vrai. C'est partout, sur Bloomberg, Reuters, le Wall Street Journal. Tu es partout. Ils t'appellent. Ils disent que tu es l'investisseuse la plus brillante de ta génération. Papa termina de lire sur son propre téléphone. Plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs ont déjà publié des déclarations, rapporta Sarah, affirmant qu'ils essaient de recruter Chin depuis des années, avec des offres dépassant 50 millions d'euros par an en compensation garantie. Elle les a toutes refusées pour diriger sa propre entreprise. 50 millions d'euros par an. La voix de maman avait monté d'une octave. Rien qu'en salaire, précisa le présentateur. Plus les commissions sur les rendements, ce qui aurait probablement doublé ou triplé ce chiffre. Mais apparemment, Chin privilégie l'indépendance à la rémunération. Nous avons aussi des informations, ajouta Sarah, selon lesquelles Chin a fait d'importantes contributions philanthropiques, via une fondation privée, environ 200 millions d'euros à diverses initiatives de recherche éducative et scientifique, au cours des 3 dernières années, bien qu'elle ait gardé ses dons anonymes jusqu'à présent. Je tendis le bras par-dessus la table et pris la salière moi-même. Jamie, la voix de papa était étrange, comme s'il parlait à une inconnue. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé. Vous n'arrêtiez pas de m'interrompre. Tu as dit que tu gérais des investissements. C'est le cas. Je gère des investissements substantiels, avec des rendements exceptionnels, pour un groupe restreint de clients, tout en maintenant un portefeuille personnel qui s'est considérablement apprécié. Ce n'est pas. Tu aurais dû être plus clair. Je vous ai dit que je n'étais pas une débutante. Le téléphone de Marcus sonna. Il regarda l'écran et son visage devint encore plus pâle. C'est Michael Brennan. Qui? Demanda maman. Le PDG de Brennan Développement, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la ville. Pourquoi m'appellerait-il? Il répondit d'une voix tremblante. Allô? Oui, c'est Marcus. Mais. Quoi? Non, C'est ma sœur. Je ne sais pas si. Pouvez-vous patienter? Il me regarda avec des yeux écarquillés. Il veut savoir si je peux lui présenter. Il essaie d'obtenir un rendez-vous depuis 2 ans. Je pris une bouchée de saumon. Je suis occupé. Elle est occupée, répéta Marcus au téléphone. Non, je ne pense pas. Je ne peux rien promettre. Désolé. Merci. Il raccrocha. Il a dit que son fonds d'investissement essaie de devenir client de Chin Capital depuis 2021. Il a dit qu'il considérerait comme une faveur personnelle, si je pouvais faciliter une introduction. C'est gentil. Le téléphone de maman sonna à son tour. Elle répondit automatiquement, me fixant toujours. Allô? Oui, c'est Margaret Chin. Non, je ne savais pas. Mais c'est ma fille. Excusez-moi, qui est-ce? Ses yeux s'écarquillèrent. La présidente de. Oh mon Dieu. Le gala de quoi? Vous voulez que Jamie soit l'oratrice principale? Je ne sais pas si elle. Combien coûte le cachet? Pardon? Elle écarta le téléphone de son oreille et le regarda comme s'il l'avait mordu. Elle vient de t'offrir 500 000 euros, pour parler 30 minutes à un événement caritatif.
Pas intéressé. Jamie, c'est un demi-million pour 30 minutes. Maman, mon temps vaut plus que ça. La voix du présentateur continuait à la télévision. Nous sommes maintenant rejoints par le Dr Richard Ashworth, professeur d'économie à Columbia. Dr Ashworth, vous avez étudié des investisseurs exceptionnels. Où se situe Jamie Chin? Historiquement, dans le top 5 des plus grands esprits de l'investissement de tous les temps, répondit le professeur. Ses rendements ajustés au risque sont en fait meilleurs que ceux de Warren Buffett, si l'on compare leurs 7 premières années. Ce qui rend Chin vraiment exceptionnel, c'est sa capacité à identifier les tendances émergentes, avant qu'elles ne soient évidentes. Elle a investi massivement dans la technologie du télétravail, début 2019, avant que la pandémie ne la rende essentielle. Elle a misé sur la technologie de l'armement en 2018. Elle a acheté des opérations de minage de crypto-monnaies en 2020, alors que tout le monde pensait que la bulle crypto avait éclaté. Elle n'a pas de chance. Elle est presciente. Papa faisait défiler son téléphone, son visage devenant de plus en plus rouge. Il y a des articles ici qui datent de 2 ans. L'investisseur mystère JM surpasse tous les fonds spéculatifs. La personne la plus intelligente de Wall Street dont vous n'avez jamais entendu parler. Pourquoi JM ne veut-il pas de notre argent? Il leva les yeux vers moi. Pendant tout ce temps, des gens écrivaient sur toi. Certaines personnes. Certaines personnes? Sa voix se cassa. On te compare à Warren Buffett? Le New York Times t'a qualifié de l'esprit financier le plus important du XXIe siècle. C'est hyperbolique. Marcus était retourné à son téléphone, lisant frénétiquement. Ton immeuble, celui où tu travailles. Il t'appartient? L'immeuble entier? Oui. Il vaut environ 200 millions d'euros. La valorisation fluctue en fonction des conditions du marché. Et tu l'as acheté en espèces? C'était l'approche la plus efficace sur le plan fiscal. La plus efficace sur le plan fiscal, répéta Marcus, puis il se remit à lire. Sa voix devint plus basse. Tu possèdes aussi une maison de ville à Tribeca, achetée 45 millions. Un penthouse à Londres, d'une valeur de 30 millions. Une maison de plage à Malibu, évaluée à 28 millions, et une île privée aux Bahamas. L'île était un achat stratégique. L'ancien propriétaire était désespéré de vendre et je l'ai eu en dessous de la valeur du marché. En dessous de la valeur du marché, répéta faiblement maman. C'est combien, une île privée, en dessous de la valeur du marché? 12 millions. Elle poussa un petit gémissement. Revenons à l'impact sur le marché, dit le présentateur en affichant un graphique. Dans les heures qui ont suivi la révélation de l'identité de Chin, la capitalisation boursière totale a augmenté d'environ 70 milliards d'euros, principalement dans les actions qu'elle est connue pour détenir. C'est l'effet Jamie Chin, et il est déjà étudié par les économistes. 70 milliards, murmura papa. Le dossier de la SEC a révélé ses principales positions, expliqua l'analyste. Quand le marché voit que Jamie Chin détient des participations importantes dans ces entreprises, les investisseurs supposent qu'elle sait quelque chose qu'ils ignorent, car historiquement, c'est le cas. Son bilan est parfait. Chaque position majeure qu'elle a détenue s'est appréciée d'au moins 300%. Le téléphone de Marcus sonna de nouveau, puis celui de papa, puis celui de maman. Tous les trois fixèrent leurs appareils, comme s'ils voyaient des téléphones pour la première fois. Ce sont les Caldwell, dit maman, en parlant de leurs amis du country club. Ils veulent savoir si tu acceptes de nouveaux clients. Non. Jamie, il propose d'investir 50 millions. Je n'accepte pas de nouveaux clients. J'ai une liste d'attente d'investisseurs qualifiés, offrant bien plus que ça. Papa répondit à son téléphone. Allô? Bill. Je ne. Elle ne. Je ne suis pas son conseiller financier. Je suis son père. Je n'ai pas ce genre d'influence. Oui, j'en parlerai, mais... Je comprends que c'est urgent. Tout le monde appelle. Oui. Au revoir. Il posa le téléphone avec précaution. C'était Bill Richardson. Il dirige le fonds Richardson. Je sais qui c'est. Il gère 8 milliards. J'en suis consciente. Il veut investir avec toi. L'intégralité des 8 milliards. Il dit que tes rendements sont tellement au-delà des standards de l'industrie, que même avec ta structure de frais de 2 et 20, il serait encore gagnant. Dis-lui non.
Jamie, il t'offre 8 milliards d'euros. Je n'en ai pas besoin. Je suis sélective avec mes clients. Monsieur Richardson ne correspond pas à mes critères. Tes critères? La voix de Marcus était étranglée. Tu refuses 8 milliards d'euros? Sais-tu ce que vaut toute notre entreprise familiale? Environ 200 millions, pour l'ensemble des propriétés. Tu viens de refuser 40 fois la valeur nette totale de notre famille. Philosophie d'investissement différente. La télévision était passée à un écran partagé, avec plusieurs experts financiers. La question que tout le monde se pose, dit un analyste, est, quelle est la suite pour Jamie Chin? À 30 ans, avec une fortune personnelle de 3 milliards, va-t-elle prendre sa retraite, lancer un fonds spéculatif, se présenter à des élections? Des sources disent qu'elle est très discrète, répondit un autre expert. Apparemment, elle a refusé des centaines de demandes des médias au fil des ans. Ce dépôt à la SEC était obligatoire, elle ne pouvait pas l'éviter une fois que ses avoirs ont franchi certains seuils. Mais de toute évidence, elle préfère travailler tranquillement. Intelligent, intervint un troisième analyste. Son avantage réside dans sa capacité à voir des choses que les autres manquent. L'attention des médias pourrait compromettre cela. Mon téléphone continua de vibrer. Je le retournai de nouveau face contre table. Tu ne réponds pas? Demanda faiblement maman. C'est juste mon assistante qui m'informe que la presse a trouvé où j'habite. La sécurité de l'immeuble s'en occupe déjà. La sécurité de l'immeuble, répéta papa. La sécurité de ton immeuble? Oui, parce que tu possèdes l'immeuble. Oui, l'immeuble de 200 millions. Je crois qu'on a bien compris. Marcus se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre, puis revint, et se rassit. Je t'avais dit que tu devrais venir travailler dans l'immobilier. J'ai dit que tu perdais ton temps avec les actions. Je t'ai traité d'intermédiaire. Tu as bien dit ça. Je me suis vanté de ma prime trimestrielle de 400 000 euros. Oui. Tes rendements trimestriels sont probablement de quoi? Des centaines de millions? Le dernier trimestre a été bon. À quel point? Le portefeuille s'est apprécié d'environ 900 millions. Maman émit de nouveau ce gémissement. Mais ce n'est pas typique, ajoutai-je. Certains trimestres sont moins bons, d'autres sont meilleurs. Ça se moyenne. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Il le regarda, puis me regarda. C'est Howard Burkowitz, le promoteur immobilier. Il veut savoir si tu envisagerais d'investir dans son nouveau projet. Il a besoin de 200 millions de capitaux. Quel est le retour sur investissement prévu? Il dit 12% sur 5 ans. Je secouai la tête. Non, Jamie, c'est considéré comme un très bon rendement dans l'immobilier. C'est terrible comparé à mes rendements habituels. Pourquoi accepterais-je 12% quand je peux générer 200%? Parce que... Papa s'interrompit. Parce que tu pensais que l'immobilier était mieux que les actions. Il posa son téléphone et prit sa tête dans ses mains. Nous devons en parler, dit maman, la voix tremblante. Nous devons comprendre. 7 ans, Jamie. 7 ans. Tu nous as laissé croire que tu galérais. Nous nous sommes inquiétés pour toi. Nous avions pitié de toi. J'ai essayé de vous dire que j'allais bien. Bien. Bien? Tu es milliardaire. Ce n'est pas bien. C'est extraordinaire. Ce ne sont que des chiffres, maman. Juste des chiffres, rit Marcus, avec une pointe d'hystérie. Juste des chiffres, dit-elle. Ce ne sont que des chiffres. Jamie, comprends-tu ce que tu as fait? Tu as vaincu tout le système financier. Tu as surperformé tous les investisseurs professionnels de la planète. Tu es plus riche que certains pays. C'est aussi hyperbolique. Vraiment? Il attrapa de nouveau son téléphone. Ta fortune de 3,2 milliards te place au-dessus du PIB de 23 pays. Tu as plus d'argent que le budget annuel de la plupart des villes. Tu pourrais acheter notre entreprise familiale 16 fois, et être encore milliardaire. Mais je ne le voudrais pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pourquoi pas, demanda finalement papa, d'une petite voix. Parce que l'immobilier est tangible, tu te souviens? On peut le voir, le toucher. Mais les rendements sont médiocres, comparés aux investissements stratégiques en actions, avec une analyse et un timing approprié.
Tu nous renvoies nos propres mots, murmura maman. Je ne fais qu'énoncer des faits. Vous avez bâti une entreprise prospère. Elle vaut environ 200 millions, génère de bons flux de trésorerie, et offre un style de vie confortable. C'est admirable. C'est aussi une erreur d'arrondi dans mon portefeuille. Marcus se leva de nouveau, cette fois pour se diriger vers le bar et se servir un verre, les mains tremblantes. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand es-tu devenu ça? J'ai toujours été ça. Vous ne faisiez juste pas attention. Nous faisions attention. Nous dînions ensemble tous les mois. Nous parlions. J'écoutais. Il y a une différence. Le visage de papa était toujours dans ses mains. Toutes ces fois où nous t'avons donné des conseils sur ta carrière. Vous avez donné des conseils basés sur votre compréhension du succès. Votre compréhension était incomplète. Nous t'avons dit d'être plus comme Marcus. Marcus tressaillit. C'est vrai, et Marcus a très bien réussi. Des primes trimestrielles de 400 000 € sont excellentes dans le secteur immobilier. Il devrait être fier. Ne sois pas condescendante, dit Marcus doucement. Je ne le suis pas. Je suis sincère. Tu as réussi selon les normes conventionnelles. Tu conduis une belle voiture, tu possèdes de belles propriétés, tu as une bonne réputation. Ça a de la valeur. Mais ce n'est rien comparé à toi. C'est différent de moi. Pas rien. Le téléphone de maman s'alluma à nouveau. Elle ne le regarda même pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous continuez vos vies. Je continue la mienne. Mais tout est différent maintenant. Tout le monde sait. Le monde entier sait. Je suis la même personne qu'il y a une heure. La seule différence, c'est que maintenant, d'autres personnes savent ce que je savais déjà. Nous aurions dû savoir, dit papa, sa voix étouffée par ses mains. Nous sommes tes parents. Comment n'avons-nous pas su? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous avez choisi de ne pas l'entendre. Tu as dit que tu gérais des investissements. C'est le cas. Tu aurais dû dire que tu étais milliardaire. Pourquoi? Ça aurait changé la façon dont vous me traitiez? Auriez-vous été moins méprisant? Auriez-vous écouté ce que je disais vraiment, au lieu d'attendre votre tour pour donner des conseils? Je posais ma fourchette. L'argent ne change pas qui je suis. Il révèle juste qui vous êtes. Le coup porta. Maman eut l'air d'avoir reçu une gifle. Nous sommes fiers de toi, dit-elle faiblement. Nous avons toujours été fiers. Non, vous ne l'étiez pas. Vous étiez déçus. Vous pensiez que je gaspillais mon potentiel. Vous aviez pitié de moi, parce que je conduisais une vieille Honda et que je louais un appartement. Nous voulions juste mieux pour toi. Vous vouliez ce que vous compreniez. L'immobilier, les actifs physiques, quelque chose de tangible. Vous ne pouviez pas concevoir que je construisais quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Marcus termina son verre et s'en versa un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas nous couper les ponts? Nous punir de ne pas avoir reconnu ton génie? Non, rien ne change. Nous dînerons encore ensemble. Vous me donnerez encore des conseils non sollicités sur ma carrière. Maman s'inquiétera encore de mon style de vie. Papa consultera encore son téléphone à table. Mais tu ne vas rien nous dire sur ta vraie vie. Je vous la raconte depuis 7 ans. Vous n'écoutiez pas, la télévision était passée à des panels d'experts, discutant des implications plus larges de ma divulgation. Un économiste soutenait que mon succès prouvait que l'efficience du marché était un mythe. Un autre insistait sur le fait que j'étais une anomalie statistique. Un troisième appelait à une enquête réglementaire. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que mes rendements semblaient trop beaux pour être vrais. Ils vont enquêter sur toi, dit papa en regardant l'écran. Ils l'ont déjà fait, 3 fois. La SEC sait exactement comment je fonctionne. Tout est légal, documenté et transparent. Mais les gens vont dire. Les gens vont dire beaucoup de choses. La plupart seront fausses. Certains seront jaloux. D'autres seront conspirationnistes. Je ne contrôle pas ça. Je ne contrôle que mes décisions d'investissement. Maman tendit la main sur la table, puis la retira, hésitante. Peut-on recommencer? Pouvons-nous? Puis-je comprendre ce que tu fais vraiment? J'identifie des actifs sous-évalués avec un potentiel de croissance significatif, j'investis de manière stratégique,
Je gère le risque par la diversification et la couverture par option, et je compose les rendements dans le temps, tout en minimisant l'impôt à payer. Je ne comprends pas la moitié de ces mots. Je sais. Peux-tu l'expliquer en des termes que je comprendrais? Je pourrais, mais ça ne t'intéresserait pas. Tu penses que les actions sont un jeu de hasard. Tu penses que l'immobilier est supérieur. Tu penses que je devrais être plus comme Marcus. Je ne pense plus ça. Tu le pensais il y a 1 heure. Elle n'eut rien à répondre à cela. Le téléphone de Marcus vibra avec un texto. Il le regarda et pâlit de nouveau. Mon patron vient de m'envoyer un texto. Il veut savoir si je peux lui présenter. Ton patron qui t'a dit que tu étais le jeune promoteur immobilier le plus brillant de la ville. Oui. Dis-lui non. Jamie, c'est mon patron. Ça pourrait affecter ma carrière. Alors démissionne. Viens travailler pour moi. L'offre flotta dans l'air comme une grenade. Quoi? Murmura Marcus. Tu es bon dans ce que tu fais. Tu es organisé, soucieux du détail, et tu comprends les marchés immobiliers. J'envisage de m'étendre dans les fonds de placement immobilier. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le secteur. Le salaire de départ est de 2 millions par an, plus des bonus de performance qui pourraient atteindre 8 chiffres. Sa bouche s'ouvrit et se ferma silencieusement. Mais tu serais un employé, travaillant pour ta petite sœur, recevant des ordres de quelqu'un que tu as traité d'intermédiaire. Ton ego peut-il le supporter? Je dois y réfléchir. L'offre expire quand je partirai ce soir. Papa leva enfin la tête. Tu engagerais ton frère après tout ce qu'il a dit? Il est qualifié. Ses opinions personnelles sur ma carrière ne sont pas pertinentes s'il peut faire le travail. Et moi, demanda papa. Et l'entreprise familiale? Qu'en est-il? Pourrais-tu? Voudrais-tu y investir? Nous pourrions nous développer avec tes capitaux. Nous pourrions. Non. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un bon investissement. Vos rendements sont médiocres. Votre stratégie de croissance est limitée par votre tolérance au risque. Et votre style de gestion est trop conservateur, pour le type d'expansion qui justifierait mon capital. Papa eut l'air d'avoir reçu un coup de poing. Je ne dis pas que vous êtes mauvais dans ce que vous faites. Vous avez bâti une entreprise prospère, mais prospère et investissable sont deux choses différentes. Je peux obtenir de meilleurs rendements ailleurs. Alors c'est tout? Notre entreprise familiale n'est pas assez bien pour toi. Ce n'est pas personnel, ce sont des mathématiques. Ma responsabilité envers mes clients est de générer des rendements maximaux ajustés au risque. Investir dans votre entreprise compromettrait cette responsabilité. Nous sommes ta famille. C'est pourquoi je ne vous insulterai pas en faisant un investissement de charité. Vous avez passé 7 ans à me dire que l'immobilier était supérieur aux actions. Vous devriez être soulagé que je n'apporte pas mes compétences d'investissement inférieures dans votre entreprise. Maman eut un hoquet qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Mon téléphone vibra de nouveau. Je le vérifiai cette fois. Je dois y aller. Mon équipe de sécurité dit qu'il y a des journalistes devant mon appartement. Ton appartement qui vaut 45 millions, dit Marcus d'un ton monocorde. Oui. L'appartement que nous trouvions petit et embarrassant. C'est vous qui pensiez ça. Moi, il me plaisait bien. Je me levai, posant ma serviette sur la table. La télévision tournait toujours, montrant maintenant des images de l'immeuble abritant Chin Capital Management. Des journalistes s'attroupant à l'entrée. Des investisseurs arrivant avec des mallettes. Merci pour le dîner, maman. Le saumon était excellent. Jamie, attends. Elle se leva aussi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Nous n'avons pas compris. Nous aurions dû mieux écouter. Nous aurions dû croire en toi. Vous auriez dû, mais vous ne l'avez pas fait. Et ça me dit quelque chose d'important sur notre relation. Qu'est-ce que ça te dit? Demanda papa doucement. Que vous m'aimez sous condition. Quand vous pensiez que je ne réussissais pas, vous étiez gêné. Maintenant que vous savez que je suis riche, vous êtes fier. Mais je suis la même personne. L'argent ne m'a pas changé. Il a juste changé la façon dont vous me voyez. Ce n'est pas juste, protesta faiblement Marcus. Ah non? Il y a 1 heure,
tu proposais de me laisser travailler pour papa, comme une faveur. Maintenant, tu veux que j'investisse dans l'entreprise familiale. Il y a 1 heure, maman avait pitié de moi parce que je conduisais une vieille voiture. Maintenant, elle veut comprendre mon travail. Qu'est-ce qui a changé? Personne ne répondit. On se voit le mois prochain pour dîner. Même heure, même endroit. Et nous pourrons tous prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu, pendant que vous me donnerez des conseils sur ma vie, que vous êtes spectaculairement peu qualifié pour donner. Je me dirigeai vers la porte. Derrière moi, j'entendis maman se mettre à pleurer. Le téléphone de papa sonna à nouveau. Marcus se versa un autre verre. La télévision continuait sa couverture haletante de la nouvelle sensation du monde financier. À la porte, je me retournai une dernière fois. Ils étaient tous figés, l'air perdu dans leur propre maison, comme s'ils avaient été délogés par la révélation de qui j'étais vraiment. Pour ce que ça vaut, dis-je doucement, je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez petit. Je voulais juste que vous me voyiez clairement. Vous ne l'avez jamais fait. Je les laissais là, entourés de leurs actifs tangibles et de leurs certitudes brisées. Pendant que CNBC spéculait sur mon prochain mouvement, et que mon téléphone continuait ses vibrations sans fin, le trajet de retour vers Manhattan fut silencieux, à l'exception des notifications que j'avais mises en sourdine. La Honda roulait bien, comme je leur avais dit. L'argent ne changeait pas ce que j'attendais d'une voiture. Mais il avait changé tout le reste. Demain, je tiendrai cette conférence de presse. Le monde voudrait connaître mes secrets, ma stratégie, mes plans. Il m'offrirait tout, des partenariats, des postes, des tribunes. Je les refuserais tous, car la seule validation dont j'avais jamais eu besoin, était celle que ma famille ne pouvait pas me donner, jusqu'à ce que tout le monde connaisse déjà la vérité. Et à ce moment-là, il était trop tard pour que ça compte. Les chiffres de mon portefeuille continuaient de croître, se composant et se multipliant, bâtissant une richesse que je n'avais jamais demandé leur permission de créer. Il s'est avéré que je n'avais pas besoin de leur confiance, après tout. J'avais juste besoin d'avoir raison. Et j'avais raison.